Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Je sais même pas pourquoi je continue de vous préciser que je vais vous raconter deux histoires, parce que c'est pareil dans chaque vidéo depuis 5 ans. Mais bon, un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Aujourd'hui, vous allez voir, les histoires, elles sont assez sympas, elles ont des mécaniques un petit peu différentes, et j'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas louper les vidéos, et sachez qu'actuellement, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous rappelle, il y a le concours qui est actif, donc n'hésitez pas à aller participer. Et moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Josh. Josh nous raconte que c'est un type banal, passionné par la course, un petit peu maniaque sur les bords parfois, mais hyper déterminé, et clairement, il nous dit que sa vie, elle tourne autour de la course. Josh, il travaille dans une petite boîte de maintenance, et dès qu'il a du temps libre, il enfile ses baskets, et il part courir des kilomètres et des kilomètres, même quand il est malade, même quand il pleut, qu'il neige, qu'il vente, et même quand tout le monde lui dit de se reposer, lui, il s'en fout, il y va. Il court parce qu'en fait, c'est la seule chose qui le calme un petit peu, et il nous dit que ça le déstresse. Et au-delà du fait que la course est pour lui un anti-stress, c'est carrément devenu une raison de vivre. C'est beaucoup plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Et ça, depuis des années. Josh, ça fait un sacré moment qu'il se prépare pour un objectif précis, c'est celui de courir le marathon national. C'est une course absolument énorme et surtout, il y a 50 000 € à la clé pour le premier coureur. Pour notre ami Josh, ces 50 000 balles, ce n'est pas juste une récompense. En fait, lui, il ne fait pas du tout ça pour l'argent, c'est plutôt symbolique. Il veut simplement prouver qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de son truc et qu'il s'est pas préparé pour rien. Et nous, de notre côté, on lui souhaite de réussir. Josh nous raconte qu'autour de lui, il y a deux personnes qui comptent vraiment dans sa vie. De un, sa femme, et ensuite, son beau-frère. Sa femme, c'est l'amour de sa vie, ils sont mariés depuis maintenant plus de 10 ans. Ils s'entendent à merveille et leur vie est juste magnifique. Elle l'accompagne souvent pendant ses séances, même si elle n'a pas du tout le même niveau que lui. Elle le soutient dans absolument tout, elle croit en lui, même quand il devient complètement invivable à force d'avoir la pression pour ses courses. Et autant sa femme, elle le soutient, son beau-frère, c'est un peu l'inverse. Alors, ils s'aiment beaucoup, mais apparemment, Josh nous raconte que ce mec, il est toujours dans la compétition avec lui et il se compare tout le temps à lui. Il fait aussi de la course, il court bien, très bien même, mais il n'est pas au niveau de notre ami Josh. À chaque course, il finit toujours derrière lui et à chaque chrono, Josh le dépasse. Ils rigolent souvent ensemble, ils se vannent comme le feraient des potes, mais au fond, Josh, il sait très bien qu'il y a quand même une certaine rivalité. C'est pas malsain, mais voilà, il y a une petite compétition. Le marathon approche à grands pas et Josh est plus strict que jamais. Il contrôle toute son alimentation au gramme près. Pas de sucre, pas d'alcool, vraiment, il ne fait aucun écart qui pourrait altérer ses performances. Il a carrément pris 2 semaines de congé pour s'entraîner à fond avant le marathon et avoir une bonne hygiène de vie et surtout qu'elle soit contrôlée. Tous les matins, il se lève à 6 h, il va faire un petit footing, il prend une douche froide et ensuite il prend son petit déjeuner pesé au gramme près. Le soir, il repart courir, parfois seul ou parfois avec son beau-frère. Donc vous avez vu que même s'il y a une rivalité, eh bien ils s'entendent à merveille, ils font partie de la même famille. Et c'est plutôt dans le sens où on se pousse mutuellement vers le haut. Les deux, quand ils courent sur le même chemin, systématiquement, Josh, il finit devant lui. Son beau-frère, lui, il encaisse ses défaites en souriant, mais il y a un truc dans son regard. Josh, il croit que c'est simplement de la frustration ou de la fatigue, mais rien d'autre. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème jusque-là. Josh nous raconte qu'à la veille du marathon, il est hyper nerveux. Il prépare son sac avec une très grande attention. Il y met ses chaussures, sa tenue, ses gels énergétiques, sa bouteille d'eau et surtout, sa montre connectée. À ce moment-là, tout est prêt. Il vérifie 3 fois tellement il a peur d'oublier un petit truc qui pourrait potentiellement le faire échouer. Sa femme, à ce moment-là, elle lui dit de se détendre, mais il ne peut clairement pas vu l'enjeu. Parce que là, c'est la chance de sa vie et il s'entraîne depuis si longtemps que finir à une autre place que premier, c'est impensable. Dans sa tête, il essaye de visualiser la course, le tracé, les points de ravitaillement, les moments où il doit accélérer, etc. Et comme je vous l'ai dit, son but à lui, c'est pas de juste finir la course, ce qui est quand même déjà un exploit, c'est de la remporter. Le lendemain, il se lève avant le réveil tellement il est pressé de vivre la journée. Carrément, il nous dit qu'il est déjà habillé quand sa femme, elle ouvre les yeux. Elle l'embrasse pour lui donner un petit peu de courage et elle lui souhaite une bonne chance. Comme d'habitude, elle viendra à la ligne d'arrivée parce qu'elle aime bien ça. Mais sa passion pour la course s'arrête là, elle va pas s'amuser à faire le marathon avec lui. Et aussi, il y a lui qui participe, mais il y a également son frère. Donc, elle va faire d'une pierre deux coups. Josh, il rejoint le point de rendez-vous pour le départ de la course. Il nous raconte qu'il y a un monde phénoménal et tout le monde s'échauffe pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Pour mettre un petit peu d'ambiance, il y a de la bonne musique et Josh, il retrouve enfin son beau-frère. Ils se font la bise, ils se saluent et ils se souhaitent bon courage pour la course parce que, vous imaginez bien, ça ne va pas être de tout repos. Josh se concentre, il met ses écouteurs, il ferme les yeux et il respire lentement pour calmer un peu son stress. Tout se passe bien jusqu'au moment où quelques minutes avant le début de la course, notre ami cherche sa bouteille d'eau dans son sac pour s'hydrater un peu, mais elle n'est plus là. Il fouille partout, il vide son sac entier par terre et il commence vraiment à paniquer parce que dedans, il n'y a plus
plus rien. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste impossible parce que son sac, il l'a vérifié à peu près 14 fois. Donc, c'est bizarre. En plus, Josh nous raconte que ce n'est pas de l'eau normale qu'il y a dans sa bouteille, c'est une boisson qu'il prépare à chaque fois. Apparemment, c'est une potion qu'il fabrique lui-même. Il y a des feuilles de menthe fraîche, du concombre, enfin ce genre de truc qui vous laisse hydrater en permanence. Donc, on se le dit, ça fait chier que la bouteille, elle soit plus là parce que ses performances, elles vont peut-être être altérées. Son beau-frère, lui, il est un petit peu derrière, il le regarde paniquer et il est vraiment peiné pour lui, alors il lui propose de lui donner sa deuxième bouteille d'eau. Josh hésite parce qu'il n'a pas envie de le mettre dans l'embarras, mais il finit par accepter parce qu'il en a vraiment besoin de cette bouteille, parce qu'il nous explique que la première gorgée avant de partir pour la course, c'est la plus importante selon lui. Il remercie son beau-frère, il replace la bouteille dans sa ceinture et il se remet en place en étant en pleine forme. À ce moment-là, Josh se sent super bien. Cette course, il est sûr et certain, il va la finir, mais la gagner aussi. Le coup de départ retentit et des centaines de coureurs commencent la course. Josh part à un rythme maîtrisé pour ne pas s'épuiser tout de suite. Il connaît parfaitement son allure et il sait exactement quand accélérer ou même quand ralentir. Donc, il est hyper confiant. Les premiers kilomètres sont parfaits, il nous raconte qu'il dépasse quelques coureurs et il garde son cap. Il se sent léger, en pleine maîtrise, donc tout roule. Mais au bout du 15e kilomètre, ça commence à se corser un petit peu. Il commence à sentir des légers picotements dans les jambes. Il se dit que c'est normal, que c'est la fatigue, qu'il faut bien respirer et surtout continuer à avancer. Le stress, ça peut jouer un petit peu sur son état, donc il prend une petite gorgée d'eau. Sauf que, quelques minutes plus tard, la sensation s'aggrave. Ses cuisses deviennent toutes dures, ses mains tremblent légèrement. Donc il met ça sur le coup du stress et de la chaleur. Et pour tenir le coup, il ralentit un peu, mais à mesure qu'il avance, il sent que son cœur est en train de battre de plus en plus fort. Et c'est pas le genre de rythme normal après un effort, c'est plutôt quelque chose d'irrégulier et d'assez violent. En plus de ça, il transpire comme jamais. Sa vision devient floue, donc c'est bizarre. Moi, en lisant ça, mes amis, ça me fait directement penser à une hypoglycémie. Quand j'en fais, c'est exactement la sensation que j'ai. T'es en train de trembler, t'as l'impression que ton cœur, il va s'arrêter. Donc voilà, on pourrait se dire qu'il faudrait gentiment prendre un petit sachet de sucre et continuer la course. À un moment, les bruits autour de lui, ils commencent à devenir très sourds. Il voit les silhouettes des autres coureurs qui bougent au ralenti. Il a carrément du mal à garder l'équilibre, donc franchement, c'est la merde. Il force un peu et il se dit que tout est dans le mental et que bien évidemment, ça va finir par passer. Parce qu'après tout, il a déjà couru dans des situations bien pires que ça, il s'est déjà senti très mal. Mais il a toujours tenu le coup jusqu'à maintenant. Il serre les dents et il se concentre sur la ligne d'arrivée qui est encore bien loin. Mais malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Son corps lâche d'un coup. Il tombe à genoux, puis il s'effondre complètement par terre. Heureusement, les secours ne sont pas loin, ils arrivent en urgence. Certains coureurs s'arrêtent pour voir s'il va bien, mais d'autres continuent de courir sans s'en soucier. À ce moment-là, Josh, il respire à peine, son cœur bat trop vite, et son corps est brûlant, donc on le met sur un brancard et on l'emmène directement à l'hôpital. Sa femme est mise au courant et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se rend donc sur le lieu où il est tombé dans les pommes, et vous imaginez bien, elle est complètement paniquée. En fait, elle arrive pile au moment où les secours placent Josh dans l'ambulance, elle monte avec lui, et pendant tout le trajet, il ne bouge pas d'un poil. Les secouristes essayent de le réanimer tant bien que mal, de stabiliser son rythme cardiaque, mais son corps ne réagit pas. Clairement, sa femme, elle a l'impression qu'il va mourir devant elle. Elle se met donc à pleurer, à lui crier de se réveiller, mais malheureusement, rien n'y fait. À l'hôpital, Josh reste un bon moment inconscient et lorsqu'il ouvre les yeux, il est branché de partout. Il entend la voix du médecin qui est au loin, qui essaye de lui parler, et au bout d'un moment, il reprend ses esprits. Il prend sa femme dans ses bras, elle est en train de pleurer, et il lui dit qu'il a eu très peur, qu'il n'a jamais ressenti cette sensation de toute sa vie. Et là, le médecin lui demande « Monsieur, est-ce que vous avez consommé quelque chose, ça peut même être des substances un petit peu illicites, ou de la nourriture, de la boisson, enfin... » Qu'est-ce que vous avez consommé? Josh lui fait l'inventaire de ce qu'il a consommé, 2-3 trucs de nourriture, un petit peu d'eau avant de partir et ça s'arrête là. Le médecin creuse en lui demandant où est-ce qu'il a acheté sa bouteille d'eau ou alors sa nourriture qu'il a ingurgitée juste avant. Et concernant la bouteille, Josh leur indique que c'est celle de son beau-frère. Il lui a donné avant le départ parce que lui il avait oublié la sienne à la maison ou en tout cas elle avait disparu. Le médecin, quand il lui dit ça, il note quelque chose sur un bout de papier et il ne dit rien. La bouteille, elle est encore dans ses affaires et il en reste un fond. Donc il va la récupérer pour comprendre ce qui s'est passé. Pour Josh, à ce moment-là, il ne capte rien du tout. Enfin, il se dit que voilà, c'est un geste banal de la part du médecin. Il se dit qu'il a juste fait un malaise et qu'il s'est mal hydraté, donc voilà, c'est la faute de personne. Au bout de quelques heures, il est libéré par les médecins, il peut retourner chez lui avec sa femme. Et 2 jours plus tard, les résultats d'analyse reviennent. Dans la bouteille, apparemment, ils ont trouvé un stimulant, pas un truc anodin parce que c'est genre un produit dopant normalement utilisé par certains athlètes. Et surtout, vous imaginez bien, c'est interdit en compétition. En plus de ça, ce n'était pas une petite dose, c'était une dose de cheval. Et un cheval, c'est un petit peu plus grand qu'un humain, donc pour notre ami Josh, ça a failli le faire canner. Josh, il ne comprend pas parce qu'il n'a jamais pris ça de sa vie. D'ailleurs, il n'a jamais essayé de tricher. Donc, il est complètement dégoûté qu'on l'accuse comme ça et il répète qu'il a simplement bu ce que son beau-frère lui avait donné.
C'est tout. Sa femme confirme que c'est bien son frère qui lui a donné cette bouteille, donc elle ne vient pas de Josh parce que jamais il n'aurait mis une telle substance dedans. Bon, cette histoire elle est un petit peu floue et les enquêteurs ils commencent à s'y intéresser. Ils interrogent donc le beau-frère qui leur dit que c'est un malentendu, qu'il a pris 2 bouteilles au hasard dans sa cuisine le matin et là... il a dû la confondre. Un petit peu bancal l'explication, on va se l'accorder. Il jure qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dedans tout en restant calme. Et plus les enquêteurs sont en train de creuser, plus ils voient qu'il y a beaucoup d'incohérences. Déjà, ce qu'ils disent, ce n'est pas logique. Et ça n'a aucun sens parce qu'il aurait confondu ces bouteilles avec quoi? Enfin, dans le sens, vous voyez une bouteille d'eau, vous vous dites pas que c'est un sandwich. Elles sont chez lui, il devrait savoir ce qu'il y a dedans, donc... c'est n'importe quoi. Pendant que Josh essaye de récupérer à la maison, à un moment, il sent que son cœur commence à s'emballer. Du coup, il retourne immédiatement à l'hôpital. Les médecins lui donnent des médicaments qui permettent de faire ralentir son rythme cardiaque et le faire revenir à la normale. Mes amis, il y a un détail que je ne vous ai pas donné et vous allez voir, on marche sur la tête, mais le beau-frère de Josh, il a remporté la fameuse course. Et donc, les 50 000 balles. Après la victoire, il sourit, il serre la main des gens et il brandit son trophée avec fierté. Et dans son discours, à la fin de la course, il a dit que voilà, il a vu son beau-frère tomber, qu'il est dévasté par son accident, mais qu'il est fier d'avoir gagné parce qu'après tout, il représente la famille, donc sa sœur et Josh. Bref, une fois que Josh est retourné à l'hôpital parce que son cœur s'était un peu emballé, les médecins lui ont donné les médicaments et ensuite il est resté en observation pendant quelques jours. Sa femme, elle dort sur une chaise à côté de lui parce qu'elle est incapable de le laisser seul. Le moindre bruit d'électrocardiogramme, ça la fait flipper parce qu'elle a peur que son état parte en vrille et que ce soit la dernière fois qu'elle le voit vivant. À partir de là, une enquête démarre assez lentement. Des enquêteurs viennent à l'hôpital poser les mêmes questions à Josh, donc qui lui a donné cette bouteille, quand, etc. Et notre ami, il se répète plusieurs fois. Il dit qu'il a oublié la scène, qu'il a pris celle de son beau-frère, juste avant le départ, sans réfléchir, et que voilà, qu'ils arrêtent de le faire chier, il n'y a pas de quoi en faire un drame. À ce moment-là, tout le monde veut encore croire que c'est une erreur, mais malheureusement, les analyses ne laissent aucun doute, ce n'est pas une simple bouteille d'eau que son beau-frère lui a donnée. Lorsque les policiers expliquent à Josh que voilà, dans cette bouteille il y avait des substances un petit peu bizarres et que le bouchon a été décollé puis recollé de façon volontaire, Josh, il tombe des nues, il n'a aucune explication. Les enquêteurs, ils fouillent encore plus loin, ils perquisitionnent les affaires et récupèrent tous les messages de son beau-frère, ses mails, son historique de recherche, et c'est là que tout bascule. Il découvre des recherches très précises et récentes du style effet secondaire d'un dopant à forte dose ou comment provoquer un malaise musculaire sans tuer quelqu'un, et il retrouve même une note qui est enregistrée sur son téléphone avec des chiffres, des dosages et des temps comme s'il avait préparé quelque chose depuis des semaines. Donc à partir de là, l'explication elle devient évidente. Le beau-frère a mis quelque chose dans une bouteille qu'il a ensuite donnée à Josh parce que son but c'était qu'il s'effondre pendant la course et qu'il ne gagne pas. Il savait que Josh allait ensuite faire des analyses de sang et que les médecins auraient vu qu'il y avait une substance dopante, donc il serait disqualifié de la course et peut-être même de la fédération où en gros il serait interdit de faire des marathons. Lui, ça lui aurait permis de briller, d'être au premier rang, et on est d'accord que là, il n'y a plus vraiment de doute. Du coup, les policiers reconvoquent le beau-frère, mais cette fois-ci, ils ont des preuves. Le gars reste silencieux, puis il finit par avouer au bout d'une dizaine d'heures qu'il a effectivement fait ça pour le mettre hors jeu. Pendant ce temps, Josh essaie de récupérer comme il faut, mais c'est pas tous les jours évident parce que son cœur, il a vraiment pris cher. Et à un moment, un des médecins va lui annoncer une tragique nouvelle. C'est que, selon lui, il a peu d'espoir que Josh puisse recourir à haut niveau parce que le produit qu'il a ingéré a provoqué des lésions et surtout des dommages irréversibles au niveau du cœur. Et quand Josh, il apprend ça, il reste sans voix. Ce mec, qu'il connaissait depuis des années, qu'il voyait tous les week-ends, qu'il considérait comme sa propre famille, qui mangeait à sa table, eh bien, il a tout simplement voulu le détruire pour une simple question d'ego. Vous en doutez bien, sa femme, en apprenant ça, elle s'effondre, elle répète qu'elle n'a absolument rien vu venir, qu'elle n'aurait jamais imaginé ça de son propre frère, et elle se met à pleurer parce qu'elle s'en veut de n'avoir rien remarqué. Pendant que tout ça se passe, le beau-frère vit comme si de rien n'était parce que l'enquête prend un certain temps. Du coup, lui, il profite encore de sa victoire en étant en liberté. Il donne des interviews, il sourit devant les caméras. En plus de ça, il encaisse l'argent, donc les 50 000 €. Il en dépense déjà plein pour acheter un vélo, pour acheter des trucs bizarres. Sauf que quelques jours plus tard, la police débarque chez lui pour l'arrêter cette fois-ci pour de bon. Ils ont enfin terminé l'enquête, ils ont réuni toutes les preuves et tout mène à lui. Il lui passe les menottes et il l'emmène au commissariat. Là, cette personne va être jugée, apparemment elle prend quelques mois de prison ferme parce que le fait que ce soit un produit dopant, on s'en fout un petit peu. Là, elle a clairement essayé de nuire physiquement à quelqu'un et ça a failli tourner au drame parce que Josh, il était à ça de faire un arrêt cardiaque. Enfin, il en a fait un, mais un arrêt cardiaque dont il ne se remet pas. À partir de là, vous imaginez bien que la famille a été brisée. Josh et sa femme sont restés ensemble, mais le frère, il a été un peu expulsé de la famille. Aujourd'hui, apparemment, Josh s'en est remis, mais voilà, il y a toujours des séquelles. Et ça, malheureusement, elles ne sont pas prêtes de partir. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était un petit peu particulière. C'est différent, ça fait pas de mal sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas,
Dites-le moi en commentaire. Reprenez une petite boisson et moi je vous propose de passer à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Elodie. Elodie, c'est une fille tranquille qui a 26 ans, elle travaille dans une boutique de vêtements et elle habite seule dans un petit appart qu'elle a décoré avec le plus grand des soins. Et en gros, sa vie, elle est assez simple. Elodie, c'est le genre de fille qui est hyper avenante et très gentille avec tout le monde. Elle parle à toutes les personnes qu'elle croise dans la rue, à ses voisins, et c'est le genre de personne qui ne fait pas d'histoire. La jeune femme nous raconte qu'elle est active sur les réseaux sociaux, pas de manière excessive, mais elle aime bien poster des photos de son quotidien, que ce soit des selfies ou des voyages. Enfin bref, vous me direz, un petit peu comme tout le monde. Un soir, en rentrant du boulot, Elodie scrolle sur son téléphone sur le canapé, et là, elle tombe sur le message d'une fille qu'elle connaît. Et dans ce message, il est écrit « Elodie, fais gaffe. Je crois que quelqu'un utilise tes photos sur Instagram. » Elodie comprend pas trop au début, elle clique sur le lien que la fille lui a envoyé et elle tombe sur un compte Instagram de quelqu'un avec ses propres photos, ses descriptions et même son nom et prénom affichés comme si c'était son profil à elle. Sauf que dans le pseudo, il y a une toute petite différence. Il y a un seul tiret en plus. Sur le moment, Elodie, elle trouve ça fou, elle rit un petit peu nerveusement parce qu'elle se dit que c'est peut-être une blague, genre quelqu'un qui s'amuse à se faire passer pour elle. Mais plus elle regarde, plus elle comprend que non. Absolument tout y est sur ce compte, c'est même un peu flippant. Ses stories, ses selfies, ses photos de vacances et même les photos de son chat. C'est pas quelqu'un qui reprend 2-3 photos à l'arrache. Là, c'est clairement son compte tout entier. Le pire, c'est que le compte, il a beaucoup d'abonnés, presque autant que le sien. Du coup, elle regarde les stories et elle voit qu'il y a des publications qui n'existent même pas sur son profil à elle. Il y a des annonces de location d'appartements, de voitures à vendre, des chiots très rares à vendre. Et là, notre amie, elle réalise que cette personne se fait passer pour elle dans le but de gagner de l'argent. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle signale immédiatement le compte, elle fait une capture d'écran, elle écrit au support et évidemment, il y a une réponse automatique qui dit que la demande, elle est en cours de traitement. Bon, elle se dit qu'elle a fait son devoir, que ça va s'arrêter tout seul et que les gens, forcément, ils vont comprendre que c'est un fake et qu'ils ne tomberont pas dans le panneau. Mais malheureusement, les jours passent et le compte est toujours là. Elle demande donc à toutes ses connaissances d'aller signaler ce compte, mais malgré ça, il n'est toujours pas supprimé par Instagram. Et ça devient carrément pire parce que le compte devient de plus en plus actif. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça va mal tourner pour notre amie Elodie. Des gens commencent carrément à lui écrire sur son vrai compte, ils l'insultent, ils la menacent, ils lui disent que c'est une voleuse et une menteuse, et surtout, une arnaqueuse. Elodie ne comprend pas ce qui se passe, elle reçoit des messages d'hommes furieux qui lui parlent d'acompte pour des voitures, d'autres qui lui disent qu'ils ont payé une fortune pour un chiot et que malheureusement, elle n'est jamais venue au rendez-vous pour leur livrer. Là, notre amie se rend compte que la personne derrière le faux compte arnaque les gens en son nom, qu'elle leur vole de l'argent en se servant de sa tête et de sa vie et que clairement, ça peut la mettre dans la merde. Elodie a beau expliquer dans ses stories que ce n'est pas elle qui fait ça, que c'est un faux compte qui a juste pris ses photos, mais les insultes et les messages continuent quand même. Les gens ne la croient pas, certains disent qu'elle essaye de se dédouaner, et carrément, certaines personnes vont la harceler en commentaire. Donc sur son vrai compte à elle. Là, clairement, elle commence à avoir peur, du coup, elle change ses paramètres de confidentialité, elle supprime certaines photos et elle bloque des dizaines et des dizaines de comptes chaque jour. Tout ça, c'est dans le but que ça s'arrête, mais malheureusement, rien n'y fait. Le faux compte continue de poster des annonces de plus en plus ridicules dans le but d'arnaquer les gens. Mais un soir, notre amie Elodie tombe sur une publication du faux compte qui va lui glacer le sang. C'est une annonce pour se rencontrer avec une vraie photo d'elle et en dessous, en légende, il y a écrit sa propre adresse. Elle relit plusieurs fois, elle se dit que ce n'est pas possible, que personne ne pourrait être aussi vicieux, mais c'est bien ça, la personne a mis sa vraie adresse et elle écrit des trucs du style « Venez chez moi, je vous rendrai votre argent ». Là, Elodie, elle se dit que la personne a voulu se venger parce qu'elle a sûrement vu qu'elle avait dit à tout le monde en story de signaler ce compte. Alors, elle a réussi à trouver son adresse et elle l'a donnée à absolument tout le monde. Bon, là, les choses commencent à devenir un petit peu dangereuse, on va pas se le cacher. Elodie, elle panique complètement, elle se met à pleurer parce qu'elle comprend que c'est plus juste un faux compte, c'est clairement une menace pour elle, donc elle appelle une copine pour tout lui raconter. Elle poste encore une story pour prévenir les gens que ce n'est pas elle derrière ce compte, mais elle commence à sentir que la situation lui échappe. Sa pote, elle essaye de la réconforter un peu en lui disant que tout va bientôt s'arranger, mais malheureusement, ça va être bien pire. Le lendemain matin, en partant bosser, Elodie ouvre la porte de son appartement et elle trouve un mot qui est sous sa porte. C'est une insulte écrite au marqueur rouge sur un papier. Là, elle comprend que quelqu'un est venu jusqu'à chez elle et que probablement les gens qui se sont fait avoir par le faux compte, eh bien, ils vont aussi commencer à débarquer. Le truc, c'est que ce n'est qu'une question de temps. À ce moment-là, Elodie n'ose plus sortir toute seule le soir. Elle vérifie la serrure 3 fois et surtout, elle passe ses soirées à signaler le faux compte, à répondre à des messages haineux en tentant d'expliquer la situation, qu'en gros, ce n'est pas elle et qu'elle se fait usurper son identité.
Son entourage, il est de bons conseils et lui dit d'aller voir la police. Elle nous confie qu'elle y pense, mais elle se dit qu'ils ne pourront probablement rien faire tant que le compte n'est pas supprimé, donc elle ne le fait pas. Un fameux soir, lorsqu'Elodie rentre du travail et qu'elle arrive chez elle, elle trouve sa boîte aux lettres qui est pleine à craquer de mots. Certains mots l'insultent et d'autres la menacent de venir tout briser chez elle si elle ne leur rend pas leur argent très rapidement. Bon, en voyant ça, Elodie, elle se dit c'est plus possible, il faut absolument que je fasse quelque chose de concret pour arrêter tout ça. Elle prépare donc un dossier avec toutes les captures d'écran qu'elle a prises, les preuves, les messages, et elle prévoit d'aller dès le lendemain au commissariat à la première heure pour obtenir de l'aide. Elle fait son petit dossier, elle se pose un petit moment sur son canapé, et vers 20h, alors qu'elle essaye de se calmer un peu, quelqu'un tape à la porte. Elle sursaute, elle se fige et tout son corps se met à trembler, un peu comme s'il était en état d'alerte. Elle n'ose pas bouger, elle essaye simplement d'écouter pour voir de qui il peut s'agir. Et c'est à ce moment-là qu'une voix d'homme hurle son prénom derrière la porte. Il lui dit qu'il veut récupérer son argent parce qu'elle l'a arnaqué et que malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Elodie comprend que c'est un des soi-disant clients du faux compte et que, comme les autres, il croit que c'est elle qui a fait ça, alors elle ne bouge pas. Elle ne dit rien et la seule chose qu'elle fait, c'est de prier pour que ce mec dégage vite. Mais plus le temps passe, plus il défonce encore plus fort la porte, jusqu'au moment où Elodie entend quelque chose qui frappe la serrure, comme un objet en métal. La panique monte d'un coup, elle court se cacher dans la salle de bain, elle appelle la police, mais malheureusement ses mains tremblent tellement qu'elle appuie sur les mauvaises touches. Elle fait donc n'importe quoi, et là, c'est trop tard. La porte d'entrée de chez elle s'ouvre violemment, elle entend les pas dans le couloir, et rapidement, une voix pleine de rage crie son nom. Il entre dans le salon, et il renverse plein de trucs, il casse des vases, il lance une chaise, et il hurle systématiquement qu'il veut récupérer son argent. Elodie reste cachée dans la salle de bain, recroquevillée, les mains sur la bouche pour faire le moins de bruit possible, mais malheureusement, le mec finit par trouver l'endroit où elle se cache. Il ouvre la porte d'un coup et il la découvre là, assise par terre, en pleurs. Le mec, dites-vous qu'il a un marteau dans les mains et lui hurle dessus, et la seule chose qu'il lui demande, c'est « Où est mon fric ?» Il lui dit tout simplement « Je sais que c'est toi, donc si tu ne veux pas crever ce soir, t'as juste intérêt à me redonner mes sous. » Notre pauvre amie Elodie, elle est en pleurs, elle est en panique totale. Elle essaye de lui expliquer, de lui dire que c'est un faux compte, que quelqu'un se fait passer pour elle, mais le mec ne veut strictement rien entendre. Il la tire par le bras pour qu'elle se lève. Elle hurle et il lui dit de se taire. Il est tellement en colère qu'il lui colle le marteau sous le menton et lui dit que si elle continue de nier, il va probablement lui fracasser la mâchoire. Elodie n'arrive même plus à respirer, elle ferme les yeux, elle pleure, elle le supplie de ne pas le faire. Et là, il se passe un truc étrange. Le mec s'arrête, il la regarde longtemps et il la relâche. Il recule d'un coup, il range le marteau dans sa poche arrière et il sort de l'appartement sans dire un mot. La porte claque, le silence revient d'un coup. Elodie, elle reste là, par terre, incapable de bouger et elle est complètement tétanisée par ce qui vient de se passer. Elle ne comprend pas pourquoi ce mec voulait la buter et que tout à coup, il est parti. Elle se dit que peut-être il a vu dans ses yeux qu'elle disait la vérité. Mais bon, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, tant mieux. Elodie, elle reste dans sa salle de bain pendant des minutes entières à écouter le moindre bruit et quand elle finit par sortir, elle voit que dans son appart, tout est en bordel. Les tiroirs sont ouverts, il y a des objets cassés partout. Elle a carrément l'impression de ne plus reconnaître son appartement tellement le mec a tout défoncé. Notre amie, elle prend son téléphone, elle appelle la police avec la voix toute tremblante et elle leur raconte ce qui vient de se passer. Elle leur donne leur adresse et les policiers lui disent « Écoutez, ne bougez pas, on arrive tout de suite. » Et pendant ce temps, Elodie, elle se pose par terre dans son salon avec une couverture enroulée et elle essaye comme elle peut de se calmer. Elle pense à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, aux faux comptes, aux insultes, aux menaces, et elle comprend que tout ça, ce n'est plus du virtuel, mais que carrément ça peut détruire sa vraie vie. Quand les policiers arrivent, ils constatent les dégâts, ils notent tout, et ils la font s'asseoir sur la table à manger, et ils lui posent des questions. Évidemment, Elodie a du mal à trouver ses mots, donc elle fait comme elle peut pour raconter ce qui s'est passé, et là les policiers lui disent « Bah écoutez, il faut absolument que vous portiez plainte parce que c'est très grave, et qu'ils vont tout faire pour retrouver l'identité de la personne qui est derrière tout ça, et l'identité aussi de la personne qui vient de fracasser son domicile. » Ils prennent son dossier qu'elle a préparé, les messages, les captures d'écran, et ils repartent. Naturellement, Elodie, elle passe la nuit chez sa sœur, parce que, vous en doutez bien, elle a beaucoup trop peur de rester seule ici toute une nuit, en sachant qu'à peu près toute la ville connaît son adresse. Le lendemain, la jeune femme est convoquée au commissariat pour donner plus de détails, et c'est là qu'il lui propose de mettre un plan en place. Un policier lui explique qu'ils ont déjà eu plusieurs cas comme le sien, et que souvent, les gens qui sont derrière ce genre d'arnaque viennent récupérer de l'argent en main propre quand on leur propose, et que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut les piéger. Les policiers lui demandent si elle serait prête à les aider et à organiser une rencontre avec la personne pour que eux puissent intervenir et l'arrêter. Elodie, elle hésite parce qu'elle a trop peur, mais elle finit par accepter parce qu'elle veut absolument que tout ça s'arrête, et ce, le plus vite possible. Elle veut également qu'elle paye pour tout le mal qu'elle vient de lui faire, et du coup, les policiers et Elodie fabriquent un plan. Elodie crée un faux profil, elle contacte l'arnaqueur en se faisant passer pour une cliente intéressée par un soi-disant collier de luxe que la personne vend, et elle fixe un rendez-vous avec la personne. Ce rendez-vous, c'est dans un café au plein milieu de la ville, dans un endroit très fréquenté, donc ça reste crédible.
Elodie précise bien dans son message qu'elle ne peut pas faire de virement bancaire, mais elle promet une énorme somme en liquide à cette personne, donc elle ne pourra pas refuser. Au moment du rendez-vous, l'idée c'est qu'il y ait des policiers déguisés en civil tout autour et que dès qu'il y a la transaction, paf, on l'arrête. Elodie, elle a simplement à venir de façon calme et faire comme si de rien n'était, et les policiers se chargeront de tout. La veille du rendez-vous, vous vous en doutez bien, elle ne dort pas une seule seconde parce qu'elle imagine tous les scénarios possibles. Elle a peur que la personne soit dangereuse, qu'elle l'ait reconnue ou qu'elle ne vienne pas seule. Mais après une nuit blanche, c'est enfin le jour J. Elodie s'habille, elle arrive au rendez-vous un peu en avance et elle s'installe à une table au fond du café avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Elle regarde autour d'elle et elle ne reconnaît même pas les policiers en civil, mais au moins, elle sait qu'ils sont là. Elle pose son téléphone sur la table, elle fixe la porte et elle attend. Chaque fois que quelqu'un rentre, elle sursaute parce qu'elle pense que c'est la personne. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, elle voit quelque chose. C'est une femme qui a la trentaine, qui est brune et qui porte un sac à main rouge avec un air très confiant. Elle s'avance, elle regarde autour d'elle, puis elle sort son téléphone comme pour vérifier quelque chose. À ce moment-là, Elodie, elle n'est pas sereine du tout, elle sent son sang qui se glace parce que elle sait que c'est elle. La femme s'approche du comptoir, elle commande un café et elle se pose 2 tables plus loin. Elle fait semblant de boire son café et elle arrive près d'Elodie qui est en train de se chier dessus. Elle sort une petite boîte avec un bijou à l'intérieur. Elodie fait mine de le regarder pour voir si c'est bien celui-ci et s'il est en bonne qualité. Et elle sort une enveloppe de son sac à main. Quelques secondes plus tard, 2 hommes se lèvent, marchent calmement vers la femme et tout à coup, il la plaque contre la table, il lui montre son badge et il lui passe les menottes. La femme ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Elle résiste un peu et elle crie et les 2 policiers la font sortir du café sous les yeux ébahis des autres clients. En partant, la femme crache sur Elodie car elle a compris que c'est elle qui l'a dénoncée. Notre amie, elle reste pétrifiée sur sa chaise en étant incapable de bouger et c'est quelques minutes plus tard qu'un agent vient la voir pour lui dire que ça y est, c'est fini, cette femme est arrêtée et qu'ils vont la placer en garde à vue pour tout ce qu'elle a fait et c'est seulement là qu'Elodie se remet à respirer un petit peu. Notre amie sort du café et elle se dit que c'est enfin terminé, ou du moins, elle l'espère. Quelques heures après l'arrestation, Elodie se retrouve au commissariat, assise face à un policier qui est en train de taper son rapport sur un ordinateur. Il lui explique calmement que la femme arrêtée a 32 ans et qu'elle est déjà bien connue pour escroquerie et usurpation d'identité. Dans son téléphone, apparemment, ils ont trouvé plusieurs conversations avec des clients entre guillemets. Et ils ont aussi retrouvé les photos d'Elodie qui ont été récupérées sur son compte Instagram, donc celui qui lui appartient. Notre amie, elle se sent à la fois soulagée et dégoûtée. Soulagée parce que c'est enfin terminé, mais dégoûtée parce que cette femme s'est servie d'elle et de ses photos comme si c'était un appât pour se faire de l'argent sale. Le policier précise qu'ils ont aussi découvert qu'elle ne bossait pas seule, qu'elle fait apparemment partie d'un petit réseau bien organisé et qu'ils ont des dizaines et des dizaines de comptes qui tournent pour arnaquer les gens. Leurs victimes, elles se comptent par dizaines, apparemment c'est des gens naïfs, souvent âgés, qui pensent acheter un chien ou une voiture de luxe pour peu cher. Et la stratégie c'est toujours la même, les personnes demandent des acomptes, elles les empochent et ensuite elles bloquent les personnes qui ont acheté, donc elles n'ont plus de nouvelles. Sauf que cette fois-ci, ça a carrément atteint Elodie dans sa propre vie, parce que imaginez-vous, si le mec qui était entré chez elle l'avait frappé avec un marteau dans la tête, Elodie ne serait peut-être plus là. Malheureusement, la personne qui est venue tout défoncer chez elle, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas si elle a été arrêtée, ou même si elle a été identifiée. La seule chose qu'on sait, c'est que la femme qui est derrière le faux compte, elle a pris de la prison ferme et qu'elle n'est pas prête d'en sortir. Elodie, depuis cette histoire, elle est retournée chez ses parents pour vivre, parce que rien que le fait de se dire que des personnes ont encore son adresse et qu'elle est toute seule dans un appartement, c'est impensable. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, ce genre de choses, ça arrive de plus en plus fréquemment. Dites-vous que moi, quand je fais un concours sur Instagram, il y a des gens qui prennent mon pseudo, qui rajoutent un 1 ou qui changent le L par un I, et qui vont contacter toutes les personnes qui ont participé en leur disant « Bah voilà, tu as gagné. Il faut juste que tu me payes 10 balles pour que je puisse t'envoyer ta carte cadeau. » Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau. Malheureusement, moi je ne peux rien faire si ce n'est de la prévention. C'est pour ça que sur mon compte, il y a une petite coche bleue qui dit que je suis le vrai Melvin. Même si voilà, ça peut faire un peu prétentieux, c'est l'unique chose que je peux faire pour m'en protéger. Donc soyez sûr que vous parlez à la bonne personne sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, usurper une identité, malheureusement, c'est très simple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes 60% à ne pas l'être, c'est énorme. Rejoignez-moi également sur Instagram, je vous rappelle, il y a un concours qui est actif. Et voilà, moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.